En 1912, le 15 avril, à 2h30 du matin, le plus grand paquebot du monde, le Titanic, heurte un iceberg à 150 km au large de Terre-Neuve. 1513 personnes périssent dans les flots glacés. Après le naufrage, on essaie en vain de détruire les icebergs qui continuent à menacer les navires. Les coups de canon sont impuissants à les faire couler. Quelques années plus tard, pour un certain Geoffrey Pike, qui vient de lire le récit de cette tragédie dans un magazine, c'est l'instant crucial. Winston Churchill, le premier ministre britannique, le vieux lion, est dans son bain. Cela n'a rien d'étonnant, il adore patauger tout nu dans sa baignoire. C'est là qu'il réfléchit le mieux, à condition que l'eau reste à une température convenable et suffisamment chaude. C'est pourquoi, en cette année 1943, Churchill, qui a bien des problèmes à résoudre, n'hésite pas à prendre au moins 2 bains par jour, et même à recevoir dans sa salle de bain les grands de ce monde qui sont pressés de le voir. « My Lord, Sir Winston est dans sa baignoire, faut-il le déranger immédiatement ?» La secrétaire aimerait recevoir une réponse négative du comte Louis Mountbatten. « Pas de problème, j'en ai vu d'autres. S'il est dans sa baignoire, ça m'intéresse. » Et Louis Mountbatten pousse la porte de la salle de bain. Churchill le regarde d'un air un peu étonné entrer. « Il y a le feu quelque part ?»« Au contraire, tenez !» Mountbatten tient dans sa main un sac en papier Kraft. Il en extrait quelque chose qui ressemble à un gros glaçon bien froid. Et avant que Churchill ait pu tirer une bouffée supplémentaire de son cigare, le glaçon vient de tomber dans la baignoire. « Mais vous êtes fou! Mon bain va refroidir !» Churchill se rue sur le robinet d'eau chaude et l'ouvre à fond. Le glaçon flotte dans la baignoire, imperturbable, ce qui est le propre des glaçons. Mountbatten, avec un regard amusé, dit « Devinez ce que c'est. » Malgré l'arrivée de l'eau chaude, le glaçon, tel un petit iceberg, se maintient à la surface. L'eau est à présent si chaude que Churchill, sans la moindre gêne, doit sortir de la baignoire. Le glaçon reste intact. Mountbatten explique « Mon cher, c'est de la glace qui ne fond pas. » C'est très intéressant pour ceux qui en mettent dans leur whisky. Une fois que Churchill a recouvert sa nudité d'une robe de chambre à sa dimension, il rentre dans son bureau. Mountbatten récupère le glaçon dans la baignoire et donne des explications. En fait, ce que vous venez de voir est un produit révolutionnaire, du Picret. D'après le nom de son inventeur, Geoffrey Pike. Un Anglais un peu excentrique, il faut l'avouer, mais plein d'idées. Geoffrey Pike correspond en effet à cette définition du comte Mountbatten. Ce que Mountbatten ne dit pas, parce qu'il l'ignore, c'est qu'au moment où le Picret est présenté à Sir Winston Churchill, Geoffrey Pike, lui, se repose dans une maison de santé où l'ébullition permanente de ses neurones cervicaux l'ont conduit. Pike est grand, maigre, ascétique, et sa manie la plus innocente consiste à vouloir avec obstination porter des guêtres sans jamais porter de chaussettes. Et c'est pourquoi, au moment où Louis Mountbatten jette des glaçons insubmersibles dans la baignoire de Winston Churchill, Pike se repose. Et pour tuer le temps, il lit les magazines et il tombe sur l'article concernant le naufrage du Titanic, et particulièrement le passage où les explosifs sont impuissants à faire sombrer les icebergs assassins. Eureka! Il fallait y penser. Notre petit génie se met à imaginer un navire, un porte-avions fait de glace et muni de moteurs et d'un système de réfrigération qui empêcherait la glace de fondre. Pike se lance dans la rédaction d'un mémoire de 232 pages sur l'utilisation de la glace pour fabriquer des porte-avions de glace pratiquement insubmersibles, qu'il envoie à qui de droit, bien sûr, Louis Mountbatten. Celui-ci est passionné par l'idée. Il réagit immédiatement. Il dit à son secrétaire « Mon cher Davidson, lisez-moi ça et faites-moi un résumé d'une seule page. Winston Churchill ne lit rien qui dépasse cette dimension. » Sir Winston Churchill, devant le rapport et le glaçon, décide « Ce projet est très intéressant, mais il ne pourra être mené à terme qu'à 2 conditions, trouver le moyen d'utiliser la glace présente dans la nature et ne pas mobiliser trop d'hommes pour sa réalisation. » Eh bien, demandons l'aide du Canada. C'est le seul endroit où la glace soit suffisamment abondante et l'espace suffisamment grand pour assurer le secret. Mackenzie King, le Premier ministre canadien, est d'accord pour apporter toute l'aide nécessaire. 1943, première réunion technique. Il y a les Britanniques, les Américains et les Canadiens, des pour et des contre.
Pour l'instant, on décide de construire une maquette. Les universités canadiennes étudient la nature de la glace et on décide de construire la maquette sur le lac Louise. Budget prévu, 150 000 $. Le projet ultra secret reçoit le nom de code GE1. Geoffrey Pike, reposé, ressort de la clinique. Il prend contact avec un savant autrichien réfugié aux États-Unis. « Mon cher, vous êtes un spécialiste des polymères. Nous avons besoin de vous pour étudier un produit qui puisse renforcer la résistance de la glace aux projectiles d'hiver. » Le savant, un certain Fricht, mis en contact avec la cellule de recherche, obtient des crédits et s'enferme dans son laboratoire. « Pike, il est temps d'aller au lac Louise pour voir où ils en sont. » Et bizarrement, les travaux avancent. La maquette fait 18 mètres de long. Elle est constituée de blocs de glace mélangés à de la pulpe de sapin. Cela forme un matériau dur comme de l'ébène. Mackenzie King décide: choisissons 3 universités canadiennes et chargeons-les de construire les poutres en picrète nécessaires. Allez, ça roule. Un mauvais esprit s'avise alors d'une chose qui a échappé à tout le monde, Pike compris. Le professeur Hamilton annonce: dans un iceberg, 1/8 seulement de la masse dépasse du niveau de la mer. Avec le picrète plus lourd que la glace, quelle est la masse du porte-avions qui va dépasser au-dessus de la ligne de flottaison? Le professeur Meredith, un anglais enthousiaste, réplique: pas de problème. Nous allons insuffler de l'air dans la glace pour l'alléger. Insuffler de l'air dans la glace? Mais comment? Nous trouverons le système nécessaire. Bel optimisme. D'Angleterre arrivent d'autres conclusions inquiétantes. Le porte-avions de picrète devra, pour être opérationnel, se montrer capable d'affronter des vagues de 20 mètres de haut et de 300 mètres de long. Le pont d'envol se trouvait à 15 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Ce qui veut dire que la quille du navire s'enfoncera d'à peu près 105 mètres dans la mer en admettant que le picrète soit devenu aussi léger que la glace naturelle le jour où l'on saura comment lui insuffler des bulles. Autre petit détail technique, pour permettre l'atterrissage et l'envol des chasseurs susceptibles de détruire les sous-marins allemands, on a calculé que le GE1 devra mesurer la longueur minimale de 600 mètres de long. Les Canadiens, de leur côté, ne chôment pas et déposent aussi leurs conclusions très intéressantes. Le porte-avions pèsera 2 millions de tonnes. Il comportera un équipage de 2000 hommes, avec tout ce qu'il faut à la vie quotidienne de l'équipage, c'est-à-dire des installations sanitaires aux cuisines. Il sera propulsé par 26 moteurs d'avion, 26, ce qui implique bien sûr d'énormes réserves de carburant. Alors au point où on en est, le matériau de base se présente sous la forme de pain de glace, mélangé à de la pulpe de sapin gorgée d'eau à 90%. Ces pains de glace sont farcis de tuyaux qui permettent la réfrigération permanente, empêchant la glace de fondre. Le tout enfermé dans des caissons de bois isolants. On suppose que les fameuses bulles seront insufflées une fois pour toutes et qu'il ne faudra pas en plus installer un système de gazéification de la glace. Une nouvelle positive arrive cependant. Le coût de la construction du porte-avions numéro 0 sera de 70 millions de $. La moitié d'un porte-avions normal, ça se présente plutôt bien. Eh bien non, ça ne se présente pas bien. Le professeur Hamilton, responsable de l'opération pour le Canada, fait des calculs et se met à paniquer. Si l'on construit le porte-avions GE1 à Terre-Neuve, cela va dévorer tout notre budget d'effort de guerre. Il va falloir mobiliser trop d'hommes, construire des nouveaux outils pour le système de réfrigération, de nouvelles usines. Nous n'y arriverons pas tout seuls. Cela provoque l'envoi à Londres d'un émissaire chargé de discuter avec les responsables de l'amirauté britannique qui, depuis le début, sont violemment anti-picrète. Ils s'attendent à une âpre discussion, mais en fait, Britanniques et Canadiens se retrouvent d'accord pour couler le GE1 porte-avions insubmersible. C'est sans compter sans l'obstination légendaire de Winston Churchill, qui n'oublie pas le glaçon jeté dans sa baignoire par Mountbatten. Convoquez une réunion à Québec. Il faut convaincre les Américains en leur faisant une démonstration de picrète. Pas question de plonger tout le monde dans une baignoire et d'y jeter un glaçon insubmersible. On doit prouver que le picrète, mélange de glace et de pulpe de sapin, est un matériau hors du commun. Une réunion extraordinaire devant les représentants américains est organisée à l'hôtel Château-Frontenac. Messieurs, nous allons faire 2 démonstrations comparatives entre des pains de glace ordinaires et des pains de picrète ayant exactement les mêmes dimensions. Des militaires canadiens apportent les pains nécessaires et on commence. L'officier supérieur chargé de faire la démonstration pulvérise d'un coup de pioche un pain de glace ordinaire. Puis, il frappe avec le même instrument un pain de picrète.
Sous le choc, il pousse un cri de douleur et manque se briser le poignet. Décidément, ce Pickrett est extraordinaire. Passons maintenant à la démonstration de résistance à un projectile. Un autre officier supérieur dégaine son revolver. Une première balle brise un pain de glace sans difficulté. La balle est à présent dirigée contre un pain de Pickrett et ça laisse tout le monde pantois. Non seulement elle ne parvient pas à pénétrer le matériau miracle, mais rebondissant sur l'obstacle, elle repart vers la foule des spectateurs et manque tuer net 2 personnalités dans un double ricochet très impressionnant. Un spectateur s'écrie « C'est formidable !» Et dès le lendemain, Franklin Delano Roosevelt, depuis son fauteuil d'infirme, donne son accord pour la fabrication du porte-avions révolutionnaire. Alors les ingénieurs américains qui, depuis des mois, ont appris à connaître Geoffrey Pike, ses idées farfelues et ses guêtres, ils sont furieux. Jusqu'où ce dément va-t-il les entraîner? C'est à peu près à cette époque que l'amiral Mountbatten se trouve appelé à un autre destin. Il part pour le sud-est asiatique. Les Alliés, peu à peu, regagnent la maîtrise de la bataille de l'Atlantique. La nécessité de jeter de nombreux avions contre les sous-marins allemands s'estompe. Par contre, les Américains ont de plus en plus besoin de porte-avions dans le Pacifique pour leur lutte contre les Japonais. Mais les icebergs sont plus rares dans ces eaux relativement chaudes. La maquette du lac Louise du projet GE1 est donc abandonnée. 3 ans après la guerre, Geoffrey Pike, qui avait sans doute eu d'innombrables nouvelles idées géniales, ouvre un tube de somnifère et se suicide dans une chambre d'hôtel minable de Londres. 19 septembre 1959, au siège des Lloyds de Londres, la plus grande compagnie mondiale d'assurance maritime, a lieu une cérémonie traditionnelle et lugubre. Un employé fait résonner la grosse cloche de bronze qui est située au milieu de la pièce principale. Cela signifie que quelque part dans le monde, un navire vient d'être officiellement porté disparu. Rite étrange dont personne ne sait trop s'il représente le gars de la compagnie qui va devoir payer ou un hommage aux victimes du malheur. Dans le cas présent, le naufrage a eu lieu aux Antipodes. Il s'agit du caboteur l'Albatros, coulé au large de Brisbane, non loin des côtes australiennes, le 2 août précédent. C'est son capitaine, Matthew Simmons, qui fait partie des rescapés, qui a informé officiellement la compagnie. Il y a 8 disparus. Pendant quelques secondes, au siège des Lloyds de Londres, les voix se sont tues. Un moment de silence accompagne le tintement grave de la cloche. Un naufrage, c'est toujours un événement tragique, même si, professionnellement, les assureurs y sont habitués. Mais, si tous les naufrages sont tragiques, certains sont franchement atroces. Au même moment, à l'autre bout du monde, un représentant de la compagnie d'assurance est reçu par le commissaire Dick O'Connor de Brisbane. « Voilà, commissaire, nous avons des doutes sérieux sur le naufrage de l'Albatros. Nous demandons une enquête. » Le naufrage de l'Albatros, toute la presse locale en avait parlé. Outre les 8 marins disparus, on avait évoqué la fabuleuse cargaison du navire, des kilos de perles fines, produits de toute une campagne de pêche, une cargaison dont, malgré tous les efforts, on n'a rien retrouvé. Qu'est-ce qui vous semble anormal? La personnalité du capitaine. C'est la 2e fois qu'une pareille chose se produit. Il y a 3 ans, Matthew Simmons a fait naufrage dans la mer de Timor. Il n'y avait pas eu de victime. Mais rien n'a été retrouvé du bateau ni de sa cargaison. Du corail et de l'écaille de tortue. Il y en avait pour une fortune. Alors vous comprendrez que nous ne pouvons pas rembourser dans ces conditions. Dick O'Connor comprend parfaitement et décide de rendre visite sans plus attendre au capitaine Matthew Simmons. Il le connaît d'après ce qu'ont dit de lui les journaux, c'est-à-dire peu de choses. Il avait refusé de répondre à toutes les questions. Ça ne doit pas être quelqu'un de très commode. Une demi-heure plus tard, il est chez lui. C'est une jolie villa, un peu à l'écart de la ville. À son coup de sonnette, un homme d'une 40aine d'années sort dans le jardin. Il est très grand, basané, avec une barbe de quelques jours. Il s'adresse à lui d'un ton rogue, sans ouvrir la barrière. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez ?»
Un complément d'enquête sur le naufrage de l'Albatros pour la compagnie d'assurance. Oh, c'est juste une formalité, rassurez-vous. Le commissaire s'attendait à ce que le capitaine le fasse entrer chez lui, mais non. Il lui répond depuis la barrière fermée. Vous n'avez pas besoin de me rassurer. Je ne m'inquiète nullement. Que souhaitez-vous savoir au juste? Si vous voulez bien me parler des circonstances de l'accident. Le capitaine a un haussement d'épaule. Il commence de mauvaise grâce. C'était le 2 août, comme vous le savez déjà. C'était une fameuse tempête, comme j'en ai rarement connu dans ma vie. Nous rentrions de notre pêche. Moi, je n'étais pas sur l'Albatros. Nous avions 2 bateaux. J'étais sur l'autre, le Barrow. Le capitaine Matthew Simon fait la grimace. Il se passe la main droite sur son menton mal rasé. C'est vers 2 heures de l'après-midi que la météo a annoncé la tempête. Nous étions en vue des côtes. J'ai fait mettre un canot à la mer, et je suis allé sur l'Albatros pour donner mes instructions à l'équipage. Je leur ai dit de me suivre. La route était relativement facile à condition d'éviter les récifs. Nous sommes entrés dans la tempête à 4 heures. Nous n'étions plus très loin de Brisbane. Normalement, tout aurait bien dû se passer. Mais je ne sais pas pourquoi, au lieu de me suivre, l'Albatros s'est brusquement écarté vers le large. Il est allé directement sur les récifs. Alors j'ai fait ce que j'ai pu pour me porter à son secours, mais c'était trop dangereux. Nous risquions d'être emportés nous-mêmes. L'Albatros a coulé en quelques minutes. Je ne sais pas, l'équipage a dû faire une fausse manœuvre, ou alors ils ont eu une avarie, enfin je ne sais pas. Mais je vous le répète, je n'y pouvais rien. Le capitaine Matthew Simmons bourre sa pipe et l'allume. Visiblement, pour lui, l'entretien est terminé. Le commissaire O'Connor n'insiste pas, il remercie son interlocuteur et prend congé. Pourtant, il y a bien des points obscurs dans la déposition du capitaine. En particulier, pourquoi est-il monté sur l'Albatros? S'il avait quelque chose à dire aux hommes de son second navire, pourquoi ne pas le faire tout simplement par radio? Et comment l'Albatros a-t-il pu faire naufrage si près de la côte, en vue de son port d'attache? Dick O'Connor décide d'aller trouver les gardes-côtes de Brisbane. Le naufrage a eu lieu, pour ainsi dire, sous leurs yeux. Ils auront peut-être quelque chose à lui apprendre. Et à la capitainerie du port de Brisbane, l'officier responsable a effectivement quelque chose à lui apprendre. Est-ce qu'elle était vraiment terrible, cette tempête? Oui, bien sûr. C'est même une des plus violentes que nous ayons connues depuis longtemps. Nos bateaux n'ont pas pu sortir. Il y a eu plusieurs navires en difficulté, pas seulement l'Albatros. Pourtant, il s'est quand même passé quelque chose d'anormal. J'ai observé l'Albatros à la jumelle. Eh bien, j'ai cru voir, je dis bien j'ai cru voir, que l'équipage ne tenait pas debout. Les hommes rampaient ou titubaient. Exactement comme s'ils étaient ivres. Enfin, c'est cela, on aurait dit un bateau ivre. Un bateau ivre. Le commissaire Dick O'Connor pressent qu'il approche de la vérité, et pour en savoir plus, il doit à présent interroger l'équipage du second bateau, le Barrow, celui sur lequel se trouvait le capitaine Simmons. Par chance, le second du Barrow n'a pas repris la mer. Il se trouve encore à Brisbane. Celui-ci, tout d'abord, ne semble pas comprendre la raison de cette enquête. Mais enfin, monsieur le commissaire, je ne vois pas ce qu'aurait pu faire le capitaine. L'Albatros était trop loin. Il n'y avait pas moyen de lui porter secours, ça c'est sûr. Je sais très bien ce qui s'est passé pendant la tempête. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé avant. Le second du capitaine Simmons a un regard d'incompréhension. Avant? Mais il ne s'est rien passé, aussi. Par exemple, 2 heures avant la tempête, Matthew Simmons est monté à bord de l'Albatros. Il voulait parler à l'équipage, et pourtant sur les 2 bateaux, il y avait bien la radio. Le marin répond d'un ton d'évidence, bien sûr, mais le capitaine voulait leur donner lui-même ses instructions aux gars. Et puis, il leur a apporté 4 bouteilles de rhum. C'était pour qu'ils en prennent un petit coup avant la tempête. Les pauvres, ils ne savaient pas que ça allait être leur dernier verre. Dites-moi, ces bouteilles, dans quoi les a-t-il emportées? Le second de Matthew Simmons ne voit visiblement pas où le commissaire veut en venir. Dans un sac, pardi. Un sac de marin. Le commissaire O'Connor le regarde bien dans les yeux. Quand le capitaine est revenu de l'Albatros, ce sac était-il vide? Le second du Barrow réfléchit quelques instants, et puis il répond en mesurant pour la première fois toute l'importance de ce qu'il dit. Non, il était plein.
et même plus plein qu'à l'aller. Dites, monsieur le commissaire, vous ne pensez tout de même pas que ça pourrait être le coffre de perles? Je ne pense à rien, mon ami, pas pour l'instant. Enfin, je cherche simplement à découvrir la vérité. Maintenant, je vais vous demander de faire encore un effort. Est-ce qu'il s'est produit, pendant que vous étiez en mer, un incident même apparemment sans importance? Essayez de vous rappeler, ça peut être capital. Le second du capitaine réfléchit de nouveau. Après quelques minutes de réflexion, il dit d'une voix hésitante, « Bah ouais, il s'est bien passé quelque chose. Sur le moment, j'y avais pas prêté attention. C'est moi à bord qui avais la responsabilité de la pharmacie. Le deuxième jour, quand j'ai ouvert l'armoire aux médicaments, le flacon de morphine avait disparu. J'en ai parlé au capitaine, et il m'a répondu que je m'étais trompé, qu'il n'y avait jamais eu de morphine à bord. Et pourtant, moi, je suis certain qu'elle a disparu. » Le commissaire Dick O'Connor remercie le second du barreau, et il en sait assez, il a compris. Il se trouve devant un crime particulièrement ignoble. En prenant au volant de sa voiture le chemin de la jolie villa de Matthew Simmons, il revoit mentalement ce qui s'est passé pendant cette journée fatidique du 2 août 1959. À 2 heures de l'après-midi, le capitaine apprend par la radio qu'une tempête est imminente. Il l'espérait certainement avant, car l'Albatros et son propre navire sont tout près des côtes. N'importe. Il décide de tenter tout de même le coup. Que ne ferait-on pas pour une petite fortune en perles fines? Il se fait transporter sur l'Albatros en canot, soi-disant, pour donner ses instructions aux marins. En fait, il emporte dans son sac 4 bouteilles de rhum auxquelles il a mêlé la morphine qu'il a volée dès le départ. Sur l'Albatros, il parle aux 8 hommes et leur conseille de boire une bonne rasade d'alcool pour se donner du courage avant la tempête. Ensuite, il descend dans la cale, prend le coffret qui contient les perles, le met dans son sac et repart sur le barreau. Et il abandonne les 8 hommes de l'Albatros à une mort certaine. Ils ont tous bu du rhum. Dans quelques minutes, la tempête va se lever. Dans quelques minutes, ils seront drogués, incapables de manœuvrer, livrés à la mer, victimes immanquables de la tempête. Oui, quand le garde-côte l'a observé à la jumelle, l'Albatros était bien un bateau ivre, dont le malheureux équipage n'avait plus aucune chance de survie. Le commissaire Dick O'Connor est arrivé devant la belle villa du capitaine. Cette fois, il ne va pas s'embarrasser de politesse. Sa main serre même son revolver à l'intérieur de son imperméable. Il s'attend à tout de la part d'un marin qui a livré à la noyade 8 autres marins. Personne ne répond à son coup de sonnette. Sans attendre, le commissaire franchit d'un bond la barrière. Revolver au poing, il s'avance dans le jardin avec précaution. Et c'est alors qu'il remarque que la porte d'entrée de la villa est ouverte. Pris d'un brusque pressentiment, il se précipite. Il n'a pas grand chemin à faire. Dans la salle à manger, sur le plus grand fauteuil, le capitaine Matthew Simmons est affalé. Sa tête penche légèrement sur le côté, là où sa tempe porte un trou béant et rouge. Sur le sol, un revolver. Sans doute avait-il su que le commissaire avait interrogé son second et que la partie était perdue pour lui. La compagnie d'assurance n'a pas remboursé. L'affaire a été close. Pourtant, les employés des Lloyds ne sont pas prêts d'oublier le bruit lugubre de la cloche qui a annoncé un jour de septembre 1959 le naufrage de l'Albatros, quelque part à l'autre bout du monde. Un dernier détail. Personne n'a jamais su ce qu'étaient devenues les perles fines. Quand on est une jeune femme pas très jolie, et quand on est jalouse, mieux vaut ne pas se rendre là-bas dans les collines, même pour y rencontrer son amant et avoir une explication définitive avec lui. Définitive en effet. Pourtant, c'est ce que fait Susie Folling, et pour elle, c'est l'instant crucial. En cet été de 1922, la chaleur écrase tout l'est des États-Unis. Frederick Mason se dit qu'il ferait très bon là-haut,
dans les collines boisées qui surplombent de quelques 300 mètres la petite ville de Ringfield. Depuis Ringfield, on distingue l'entrée d'une sorte de grotte tout là-haut. La grotte de Sun Hill. Et devant cette grotte, on dirait qu'une écharpe blanche est accrochée à une branche. Qu'est-ce que c'est que ça? Frederick Mason, au terme d'une course un peu fatigante, vient d'atteindre la grotte. Une écharpe blanche, en effet, tachée par les intempéries, flotte dans le vent. Il y a certainement plusieurs semaines qu'elle est là. Mais autre chose vient d'attirer l'œil de Frédéric. Là, dans la grotte, juste à l'entrée, un corps, ou du moins ce qu'il en reste, disons plutôt un squelette. Frédéric se dit qu'il s'agit peut-être d'une ancienne tombe indienne, mais non. Impossible, la grotte est difficile d'accès. Depuis des années, des couples sportifs viennent ici pour flirter en regardant Ringfield tout en bas. Non, il s'agit d'autre chose. La police, prévenue par Mason, se déplace jusqu'à la grotte pour récupérer le squelette. Aucun indice apparent qui permette de l'identifier. Le médecin légiste déclare « Il peut être là depuis 7 ou 8 mois, disons depuis l'automne dernier. Vous savez, en hiver, personne ne grimpe là-haut. Maintenant, pour savoir qui c'est. À tout hasard, on récupère aussi l'écharpe blanche. L'inspecteur O'Malley de la police de New York passe justement ses vacances à Ringfield. Dites donc, coroner, ça ne vous gêne pas si je vous donne un coup de main? Je connais quelqu'un à New York, le professeur Winberg. C'est un paléontologue. Il est à la retraite. Il est capable de vous reconstituer un mammouth à partir d'une seule dent. Si vous lui confiez votre squelette, il va le faire parler. J'en mettrai ma tête à couper. Bah, comme vous voulez. De toute manière, nous on tourne en rond, hein. Quelques semaines plus tard, le professeur Winberg, après avoir passé de longues heures en tête-à-tête avec les pauvres restes découverts dans la grotte, dépose ses conclusions. Il s'agit d'une femme. Elle devait mesurer 1,60 m environ. Elle devait avoir 29 ou 30 ans. Elle a dû rester 6 mois dans la grotte. Quand même dommage que le crâne ait perdu tous ses cheveux. L'endroit est pourri de courant d'air, les cheveux ont dû partir dans le vent. Ah, autre chose. La pauvre fille souffrait d'une déviation de la colonne vertébrale. Et la cause de sa mort? Elle n'avait aucune chance d'en sortir. 3 fractures du crâne, sans doute provoquées par une sorte de marteau. Je crois même que le meurtrier se tenait derrière la victime, et je pense qu'il est gaucher. Ben, c'est déjà pas si mal. Voilà de quoi démarrer nos recherches. Depuis la grotte du crime, quand on regarde Ringfield en bas dans la plaine, on distingue un groupe de bâtiments, l'asile d'aliénés local. On va commencer par là. Demandez donc au directeur s'il n'a perdu aucune pensionnaire récemment. Le directeur est formel. Non, personne ne manque à l'appel, Dieu merci. En examinant de plus près les abords du lieu du crime, on découvre sur le sentier escarpé qui monte une flèche gravée sur un tronc. Elle indique la direction de la grotte. Des traces à travers les forêts font la preuve que quelqu'un est redescendu vers Ringfield en se frayant un passage direct à travers les broussailles. Quelqu'un qui savait comment tailler les arbres et les broussailles. La police interroge les habitants de Ringfield. Oh, la grotte de Sun Hill, c'était le rendez-vous des amoureux. En tout cas, disons d'un amoureux. Il faut croire qu'il avait de quoi séduire, parce que plus d'une fille a retroussé ses jupes pour aller là-haut rejoindre ce coquin. Il y avait ce bout de tissu blanc. Ça fait au moins 7 ou 8 mois qu'il était là-haut. Comme un signal. On se demandait ce que ça voulait dire. Winberg, pendant ce temps, continue ses conversations muettes avec le squelette. Il examine de plus près le crâne, de très près. Vous savez, mon cher O'Malley, que notre pauvre fille est restée 6 mois sur le ventre. Mais c'est une chance, car j'ai retrouvé un tout petit morceau de peau sur son menton. Et c'est fou ce que ça peut raconter, un petit bout de peau. Elle avait des problèmes d'acné, notre amoureuse. D'autre part, j'ai recouvert le nez de pâte à modeler, et j'ai réussi à reconstituer la forme de son nez. Tenez, regardez. Elle avait le nez retroussé et plutôt épais. Je crois que la morte était d'origine irlandaise. Je vais continuer ma reconstitution. Winberg, selon la technique qu'il applique d'habitude au mammouth, parvient à recréer les lèvres et le menton de la morte, puis il passe aux joues.
À mon avis, elle était assez charnue. Quant aux yeux, ils devaient être légèrement exorbités. Tenez, regardez le travail. Le portrait reconstitué de la victime est saisissant de vérité. Winberg, partant de la théorie irlandaise, a donné à son œuvre des yeux de verre entre bleu et vert, et dessiné des sourcils épais. Ah, vraiment dommage qu'on n'ait pas retrouvé les cheveux. Eh bien justement, sous l'impulsion de O'Malley, la police de Ringfield se prend au jeu et réexamine les lieux à la loupe. Et là, à demi caché dans les feuilles mortes, on découvre ce qui ressemble à une perruque en mauvais état. Le cuir chevelu de Miss X, l'inconnu assassiné. Il y a même quelques épingles à cheveux encore fixées sur les mèches. Winberg est ravi. Elle devait se coiffer avec des bandeaux. Je vais utiliser quelques cheveux pour lui refaire des cils et des sourcils. Et le résultat est stupéfiant. Pas de doute, la morte était certainement d'origine irlandaise. Et elle devait même avoir de bonnes joues rouges comme des pommes. Au point où nous en sommes, on va faire des photos de votre bonne femme et on va les diffuser dans la presse. Et le résultat ne se fait pas attendre. Allô, la police? Ici le directeur de l'asile de Ringfield. Aucun doute. Votre morte est passée chez nous. C'est une ancienne fille de salle, une nommée Susie Folling. Elle a travaillé 6 mois chez nous et un jour, elle ne s'est plus montrée au travail. C'était en octobre de l'année dernière. Autre chose à nous dire? Effectivement, elle avait une déformation de la colonne vertébrale et un problème de mâchoire à la suite d'une chute. Aucune amie intime, aucune famille. Elle partageait une chambre avec une autre employée, Clémentine Fiesel. Clémentine Fiesel déclare tout net. Suzy a fréquenté un certain John, mais je n'ai jamais su de qui il s'agissait. En tout cas, les choses sont allées loin, car elle attendait un enfant de lui. Ça m'a étonné qu'elle disparaisse ainsi. D'ailleurs, elle a laissé des papiers personnels que j'ai conservés au cas où elle les réclamerait. Tenez, les voilà. Dans une boîte à chaussures, des lettres adressées à Suzy racontent sa pauvre histoire. Ma chérie, quel bonheur de savoir que tu vas avoir un enfant. J'espère que ce sera un garçon. Nous l'appellerons Sean, comme ton père. Viens vite me rejoindre là-haut, j'ai hâte de discuter de notre avenir. Les fautes d'orthographe sont aussi nombreuses que les bons sentiments. Celui qui a écrit ça n'est pas allé loin dans ses études. Les lettres sont signées d'une initiale, J, et les experts de la police déposent des conclusions. Ces lettres ont été écrites par un droitier. Winberg, pourtant de son côté, maintient que l'assassin a frappé de la main gauche. Avec les lettres du mystérieux J, la boîte à chaussures contient un missel catholique. Les pages de garde sont couvertes de citations poétiques. Un policier plus cultivé que les autres reconnaît quelques vers fameux du poète Elizabeth Browning. « Si tu me dois aimer, que ce ne soit pour rien, que pour le seul amour d'amour. » Suzy aimait la poésie. Clémentine fait l'amour. Pas vraiment. Et je ne pense pas que ce livre de prière lui ait appartenu. Bien qu'irlandaise, elle n'était pas spécialement pratiquante. Tout ce qui l'intéressait, c'était de dégoter un beau mec et de l'épouser. Et grâce à Dieu ou grâce au diable, peu lui importer. De fil en aiguille, quelqu'un se souvient que la pauvre Suzy avait dans le Kentucky une sœur aînée, May. May fait le voyage jusqu'à New York pour rencontrer le professeur Winberg. « Et là, ma petite dame, qu'est-ce qui vous arrive ?» May Folling, blanche comme un linge, vient de tomber évanouie sur le sol du laboratoire de Winberg. Elle n'a pas supporté la vision hallucinante qu'elle vient de découvrir, la tête de sa sœur, Suzy, reconstituée, les yeux fixes, dramatiques, sous l'éclairage cru d'une lampe. Une fois revenue à elle, May donne quelques détails tout en reniflant. Ma pauvre Suzy. Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait une liaison avec un certain John, mais j'ignore son nom de famille. Le directeur de l'asile révèle que parmi le personnel de son établissement, passé ou présent, une bonne 50aine d'individus répondent au prénom de John. On commence la sélection, et la police de Ringfield fixe son attention sur un certain John Badlock. Ben justement, il a quitté l'établissement le jour même de la disparition de Suzy. D'autre part, il est originaire de l'Oregon. Ça ne manque pas de forêt par là. Il pourrait être du genre à savoir se tailler un chemin dans les broussailles. Mais petit problème, John Badlock n'était absolument pas gaucher. Bon, il faudrait savoir si parmi le personnel de l'asile,
vous n'avez pas une jeune femme passionnée de poésie, spécialement celle d'Elizabeth Bronwyn? La réponse arrive au bout de 2 jours. Eh bien, pour la poésie, nous avions il y a quelques mois une certaine Penelope Mackay. Oh, elle cassait les pieds de toutes ses collègues avec son Elizabeth Bronwyn par là, Elizabeth Bronwyn par-ci. Une jolie rouquine. 100 pieds au-dessus de la pauvre Suzy en ce qui concerne le charme physique. Et on sait où elle est aujourd'hui? Ah, aucune idée. Elle nous a quittés en disant qu'elle allait se marier sans laisser d'adresse. Du coup, un appel général est lancé à toutes les polices de la côte Est. Initiative heureuse. Ça y est, on vient de découvrir la trace de Penelope Mackay. Et tenez-vous bien, elle a épousé en janvier un certain John Badlock. En comparant les citations écrites sur le missel laissé par la pauvre Suzy et la signature de Penelope Badlock, ex-Mackay, sur le registre de l'état civil, on s'aperçoit qu'il s'agit de la même écriture. O'Malley et la police de Ringfield frétillent d'impatience. Ils savent qu'ils sont tout près du but. Pourtant, nul ne sait où Penelope et John peuvent bien se cacher depuis leur mariage. Essayez d'interroger le pasteur qui les a mariés. Le pasteur n'a pas grand-chose à dire. Pourtant, un détail semble intéressant. Je me souviens que le mari, John Badlock, a signé le registre de la main gauche. Il s'était blessé à la main droite et il portait un pansement. Il vous a présenté une pièce d'identité? Oh oui, c'était un vieux permis de conduire de l'État d'Oregon. Du coup, l'enquête se transporte à l'autre bout des États-Unis pour revenir sur la côte Est. Et quelques semaines plus tard, 2 policiers frappent à la porte d'un petit cottage de bois, tout au fond d'une vallée, dans le Maine. Une ravissante rousse ouvre la porte. Elle tient dans ses bras un bébé roux comme sa mère. « Messieurs, nous voudrions parler à John Badlock, c'est votre mari si nos renseignements sont bons. Mais je vais l'appeler, c'est à quel sujet ?» Un bruit de moteur se fait entendre à l'arrière du pavillon. Madame Badlock a simplement le temps de dire « Mon mari, tenez, justement, c'est lui qui s'en va dans la voiture. Mais je me demande où il part comme ça, tout d'un coup. » Penelope Badlock devra attendre quelques années avant d'obtenir la réponse à cette intéressante question. 3 ans, exactement. En attendant, les 2 policiers ont le temps de lui révéler le but exact de leur visite et pourquoi son séduisant mari a pris la poudre d'escampette. Tout prêt à croire que John Badlock était l'amant d'une certaine Suzy Falling qui travaillait à l'asile de Ringfield. Elle attendait un enfant de lui. Penelope Badlock reste abasourdie. Suzy? Elle aussi? Mais jamais je n'aurais cru ça. Mais comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? À cause du missel. Celui sur lequel vous aviez recopié des citations d'Elizabeth Bronwyn. Ah oui? Le missel? Je l'avais offert à John, le jour où nous avions décidé de nous marier. Malheureusement, Suzy l'a découvert, et elle a compris d'un seul coup que John lui était infidèle. Les citations d'Elizabeth Bronwyn lui ont donné en même temps le nom de sa rivale, vous. Je me suis toujours demandé où cette pauvre Suzy avait bien pu passer pour disparaître du jour au lendemain sans laisser d'adresse. Eh bien, elle est montée un soir jusqu'à la grotte de Sun Hill pour essayer de reconquérir John. Mais il avait déjà décidé de se débarrasser de la pauvre bossue pour vous épouser. Il l'a tuée à coups de marteau sur le crâne. Et bizarrement, il a frappé de la main gauche. Seigneur, c'est vrai. Quelques jours auparavant, il s'était blessé à la main droite avec un ciseau à froid qui a glissé. Même que le jour de notre mariage, il a signé le registre de la main gauche, nous savons tout ça. Ça aurait pu égarer nos recherches. En définitive, Penelope Badlock, 3 ans plus tard, obtient des nouvelles de son cher bûcheron de l'Oregon. Sous le nom de Willie Ford, il vient d'assassiner une autre jeune femme, elle aussi enceinte de ses œuvres. Identifié grâce à ses empreintes digitales, il se suicide dans sa cellule en laissant un mot. C'est plus fort que moi. Pourquoi faut-il que je les tue toutes? C'est difficile de résister au chantage affectif. Il y a toujours un moment où on se demande « et si c'était vrai? S'il sautait vraiment par la fenêtre ?» Hélène retourne chez sa mère. Tout l'immeuble est au courant car elle vient de le hurler sur le palier. « Je vais chez ma mère! Débrouille-toi tout seul, j'en ai marre de tes menaces !» Un petit immeuble de briques rouges, comme on en voit beaucoup dans le Nord. 3 étages,
Un petit jardin en longueur où le linge des locataires se balance tristement dans le vent d'hiver. Hélène descend l'escalier du 3e, traînant sa fille d'une main et une valise de l'autre. Au 2e étage, la voisine l'arrête. « Entrez une minute, calmez-vous. Vous n'allez pas partir comme ça avec une gamine de son âge. Si vous le laissez seul, qu'est-ce qui va devenir, hein? C'est votre mari tout de même. Mais je m'en fiche! » Les voisins croient savoir ce qui se passe chez les autres. Les petits drames quotidiens n'ont guère de secret. Et il arrive que les voisins prennent parti. « Oh, c'est pas bien de dire ça. Il a besoin de vous. La dernière fois que vous l'avez laissé, il était tout perdu, le pauvre. Je lui ai même monté de la soupe. Et il peut très bien manger tout seul. Si vous croyez toutes ces jérémiades, moi je m'en vais. Et cette fois c'est définitif. La petite est terrorisée, ça ne peut plus durer. » Hélène descend l'escalier suivant, passe devant la voisine du 1er, qui s'en mêle aussi. « Vous voulez que mon mari monte le raisonner? Mais ça m'est égal. Dorlotez-le si vous voulez, moi c'est fini. » Hélène est à l'entresol, au milieu des poubelles alignées. Les voisins encore sur le pas de leur porte qui voient maintenant le mari dévaler l'escalier à la poursuite de sa femme. Les Magnien sont jeunes. Hélène a 23 ans, son mari 24, la petite Cécile a 5 ans. Il est ouvrier, elle est employée de bureau. Il est en congé maladie depuis la rentrée de 1984. Mais ce n'est pas l'inactivité du mari qui semble responsable du conflit entre eux. Plus de 2 ans que les voisins entendent régulièrement des disputes. La plupart du temps, Hélène déserte le champ de bataille pour aller se calmer les nerfs dehors. Lorsque la petite n'est pas à la maternelle, elle l'emmène avec elle. Si le motif des disputes n'est pas clair pour les autres, il est encore moins pour l'enfant. « Papa est méchant, fait tout le temps pleurer maman. » Hélène n'est pas une femme battue. Roland n'a jamais levé la main sur elle. Si c'était le cas, elle serait définitivement partie depuis longtemps. C'est beaucoup plus compliqué à expliquer. Si l'on écoute le mari, il est à l'article de la mort. Au milieu des poubelles, aux oreilles de qui veut bien l'entendre, il clame « Je suis malade. Tu devrais avoir honte de me traiter comme ça. C'est facile de claquer la porte. S'il m'arrive malheur, tu l'auras voulu. » Le malade n'a effectivement pas bonne mine. Il est maigre, sec, le teint gris, il a l'arme à l'œil. Il s'accroche à sa femme. « Si tu pars, oui, tu vas mourir, c'est ça. Depuis le temps que tu le dis, bah fais-le, vas-y. Saute par la fenêtre !» Hélène se dégage des bras suppliants. La petite fille fond en larmes, en se réfugiant contre elle, et les voisins pensent « Elle est quand même dure avec lui. Le pauvre, il est malade. Le médecin vient régulièrement. Il a fait au moins 3 séjours à l'hôpital. » Ce que ne savent pas les voisins, c'est le nom de la maladie de Roland Magnien, et pour cause. Il en change comme de chemise. Il a mal au dos, ne peut plus bouger. Le médecin l'examine, fait une ordonnance. Roland se précipite à la pharmacie et entasse les médicaments. Il a mal au ventre. Il est plié en 2 dans son lit. Le médecin l'envoie chez un spécialiste qui ordonne des examens, ne trouve rien, le renvoie chez lui. Et Roland insulte la faculté pour incompétence. Il a mal à la tête, il a des boutons. Il a toujours quelque chose et rien. Ce rien porte un nom. Hypocondrie. Hypocondriaque. À la moindre contrariété, Roland a mal quelque part et appelle au secours. Et l'ennui, c'est qu'un médecin ne peut pas refuser de soigner. Il ne peut pas dire à son patient « Fichez-moi la paix, vous n'avez rien du tout, m'appelez plus en urgence tous les dimanches ». Il ne peut pas non plus interdire de consultation chez ses confrères. Roland a fait le tour. L'hôpital l'a vu arriver aux urgences plus d'une fois, se plaignant de malaises incompréhensibles, vertiges, nausées, douleurs à l'estomac. Roland n'est pas à court d'imagination. Hélène, elle, n'y comprend rien. Hélène ne sait pas qu'elle a un grand malade pour mari. Elle s'efforce de lutter avec une logique qu'il n'entend pas. Tu sais parfaitement que tu n'as rien. Le médecin te l'a répété 100 fois, tu n'as rien. Arrête de faire le clown. Ce matin-là, un dimanche de septembre 84, elle le répète pour la dernière fois. Arrête de faire le clown, personne n'applaudit. Et elle fuit. Ce qu'elle a déjà fait pour toujours revenir, tellement il est difficile d'expliquer à un avocat « Je veux divorcer parce qu'il est tout le temps malade ». La dernière fois qu'elle a demandé le divorce, Roland a avalé des tranquillisants. Pas assez pour mourir, mais suffisamment pour que les pompiers soient obligés de casser la porte et d'intervenir. Il ne répondait plus aux voisins. Hélène s'était réfugiée chez sa mère. À son retour de l'hôpital, il a donné sa version aux voisins. Il ne supportait pas les médicaments qu'il était obligé de prendre, vu son état. Et Hélène l'avait lâchement abandonné en le privant du réconfort de sa petite fille adorée. Avant cela,
Roland avait déjà passé toute une nuit sur un banc en plein hiver afin de faire comprendre à sa femme qu'elle était un monstre d'indifférence à son égard. Le vague rhume qu'il avait attrapé s'était bien entendu transformé pour les voisins en double pneumonie. Elle m'a mise à la porte. J'ai failli crever. Il manque toujours à ces accusations une bonne partie de la vérité. Lasse de l'entendre se plaindre au fond de son lit d'une nouvelle maladie imaginaire, Hélène lui avait en fait intimé l'ordre de se lever, de s'habiller, de sortir et d'aller enquiquiner les autres. Qui il voulait, mais pas elle. Bouge, va voir des copains, fais quelque chose. Je vais tomber malade dans mon état. S'il n'y avait pas de quoi en pleurer, Hélène aurait bien ri de ce raccourci surprenant. Les exemples de ce genre, elle pourrait en donner des dizaines aux voisins. Roland est un comédien. Son état, comme il dit, relève plus de la maladie mentale que physique. Mais à la moindre allusion à cette vérité, il la refuse. On voudrait lui faire croire qu'il est fou, peut-être. Hein? Ça t'arrange? C'est moi qui invente. Je ne suis pas malade, peut-être. Tous ces médicaments qu'on me donne, c'est pour rien. Et effectivement, la plupart du temps, il avale une pilule et range la boîte dans la pharmacie jusqu'à la prochaine ordonnance. Ça ne me fait rien. Ce médecin est un incapable. Depuis quelques mois, il a donc ajouté les menaces de suicide à sa panoplie de grands malades. Tu veux divorcer, c'est ça? Hein? Me priver de ma fille? Mais j'en mourrais! Ce matin, dimanche, après une nuit d'enfer, où il n'a cessé de gémir sur son sort, de réclamer pour la énième fois une consultation médicale, Roland s'est mis debout devant la fenêtre du 3e étage et il a dit « Si c'est comme ça, je vais sauter un jour, comme ça tu seras délivré de ma présence !» Eh ben d'accord. J'emmène la petite. Saute si tu veux. Hélène n'en peut vraiment plus cette fois, et elle se sent démunie, abandonnée, sans aucun argument ni recours. C'est elle qui va tomber malade en fin de compte. Et sa fille ne peut plus s'épanouir dans un climat pareil. L'autre jour, Cécile a trouvé son père comme mort sur son lit, dans le noir. Elle a eu si peur. « Papa est mort, il veut pas me parler !» Du chantage. Oui, même à sa fille, pour inquiéter la mère. Alors il n'y a plus que la fuite. Elle n'a plus le courage de le consoler, de discuter à l'infini. Elle l'a trop fait. Chaque fois qu'elle arrive à le calmer, la trêve ne dure pas longtemps. Le dimanche à midi, après l'avoir planté au milieu des poubelles, elle est chez sa mère une fois de plus. Ah, l'avenir est sombre pour elle. Quand on fuit de cette façon, sans emporter ses affaires, qu'il faut retrouver un endroit pour vivre, acheter des meubles, payer un divorce. Même sa mère ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il faut vivre avec un malade imaginaire au quotidien pour savoir. Ne prends pas de décision trop vite, Hélène. Après tout, il est peut-être vraiment malade. Et puis s'il se suicidait, c'est le père de ta fille. Vous devriez pouvoir régler ça, vous êtes jeune. Au dessert, le téléphone sonne. La voisine du premier demande à parler à Hélène. Ça ne me regarde pas, évidemment, mais vous devriez venir le voir. Il s'est enfermé dans l'appartement. Et il a dit qu'il allait ouvrir le gaz. Il est vraiment désespéré, vous savez. Ça sent le gaz? Non. Mais on n'est pas tranquille. Mon mari a essayé de lui parler, il vous réclame. Il dit qu'il veut voir sa fille. C'est une misère de le voir comme ça. Je ne viendrai pas. Appelez les pompiers si vous voulez. Mais on n'a pas la clé. Ils vont enfoncer la porte et puis on lui a promis qu'on allait vous appeler. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait lui-même? Il dit que vous ne voulez pas lui répondre, il pleure. Ça ne peut pas durer comme ça. Vous êtes responsable tout de même. Hélène est prise au piège une fois de plus. Et cette fois, il a mis tout le monde de son côté. Ah, le chantage est évident, mais on ne sait jamais à force de faire le clown. En désespoir de cause, Hélène prend une décision. Dites-lui que je vais venir avec un médecin. Et Hélène explique à sa mère ce qu'elle va faire. Le médecin va constater l'état de Roland. Elle veut un certificat médical qui lui permette d'obtenir le divorce qu'il refuse. Pour une fois, la situation doit tourner à son avantage à elle. Je vais y aller avec Cécile et le médecin. Il va faire sa comédie habituelle, tant mieux. Il refuse de divorcer sous prétexte que je vais lui enlever sa fille. On va voir comment il s'en occupe de sa fille. Un père qui passe son temps à lui dire qu'il va se jeter par la fenêtre. C'est la dernière fois qu'il va faire son cinéma. Hélène a du mal à convaincre le médecin de l'accompagner. Un dimanche, alors qu'il n'y a pas d'urgence médicale. Mais il finit par se laisser convaincre, d'autant plus qu'il est à même de comprendre la situation d'Hélène. Il est même le seul à savoir ce qu'elle endure. Il se donne rendez-vous devant l'immeuble à 3h de l'après-midi. Avant de partir de chez sa mère, Hélène appelle la voisine et lui dit «
Dites-lui que je viens avec la petite. » Elle ne parle pas du médecin. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. À 3 heures, les voisins voient arriver Hélène, sa fille, et le médecin de famille. La voisine du premier leur dit que Roland est toujours enfermé chez lui et que depuis 1 heure, on ne l'entend plus. Mon mari lui a dit que vous alliez venir. Il n'a pas voulu ouvrir, mais il a dit merci. Le pauvre. Hélène monte les escaliers en tenant sa fille par la main, suivie du médecin. Elle arrive sur le palier du 3e étage où tout est silencieux. Elle croit deviner ce qui se passe, car ce n'est pas la première fois. Il a dû s'enfermer dans la chambre, fermer tous les volets et s'allonger sur le lit comme un mourant. Ce qu'il veut, c'est que je parle la première, que je demande s'il est malade. Et après ça n'en finit plus. Hélène tourne la clé dans la serrure et ouvre la porte. L'appartement est effectivement dans le noir, tout volet fermé. Une petite vague d'inquiétude tout de même. Si Roland avait encore avalé des comprimés. Elle tourne l'interrupteur. Et c'est l'explosion. Roland a ouvert la bouteille de gaz. Mais il ne s'est pas mis la tête dans le four. Il s'est effectivement allongé dans la chambre, sur le lit, comme un mourant qu'il n'est toujours pas. L'explosion a brûlé gravement Hélène et le médecin, au visage et sur le corps. Roland est sain et sauf. Il s'est complètement raté. Mais cette fois, il a une vraie raison d'être désespéré. Sa petite fille de 5 ans est morte sur le coup. Plus question de faire le clown. Personne n'applaudit. La minute d'avant, il était normal. La minute d'après, la normalité avait dépassé l'instant crucial. Mettez vos affaires en ordre. Le notaire fait son métier. Une exploitation agricole de la taille des Granges Noires ne saurait demeurer dans l'indivision au décès de son propriétaire Henri Causse, dit le Grand Causse. Grand dans tous les sens du terme. Il ne passe par aucune des portes de sa ferme sans courber la tête. Lorsqu'il inspecte son vignoble, on le voit de loin, perché sur un tracteur, il fait peur aux corbeaux. Pas loin de 2 mètres, le Grand Causse. Et 50 ans bientôt, avec tout récemment l'alerte d'un infarctus. Comme dit le notaire, ça ne fait pas mourir de mettre ses affaires en ordre. Vous avez une femme, des enfants, et votre mère a son mot à dire dans l'histoire. La mère du Grand Causse, le notaire le sait, comme tout le monde dans la région, c'est une histoire à elle toute seule, un feuilleton qui dure depuis bien avant le décès du père. Une petite bonne femme sèche, orgueilleuse, agressive, et surtout une emmerdeuse, il faut dire les choses comme elles sont. Lorsqu'elle a épousé le père d'Henri, la ferme était minable, des poules, de la luzerne, un matériel démodé d'avant-guerre. Elle a mis son homme à l'ouvrage, poussé, hué, jusqu'à ce qu'il s'endette, achète de la terre et travaille comme un damné. Le fils unique qu'elle lui a donné, à l'image de son père, est devenu esclave de cette terre à peine sonné la sortie de l'école. Sans salaire, sans confort, sans tendresse, à 14 ans, il abattait autant d'ouvrages que son père, et lorsque le père est tombé à 45 ans, foudroyé comme un chêne, la veuve a tout reporté sur son fils. Henri a fait mieux que le père, de la vie de tous, mais pire pour sa mère. N'est-il pas tombé amoureux d'une intrigante? Ah, l'intrigante, hein? D'où sortait-elle? D'un village voisin. Une fille connue au bal du 14 juillet, une moins que rien, une pauvre. Il ne fut pas question qu'elle mette le pied à la ferme, même lorsqu'Henri l'a épousée quand même. Il a dû construire dans une vieille grange une habitation pour abriter ses amours, à 5 mètres de la ferme où régnait sa mère. Et les années ont passé sans que la belle-mère ne daigne adresser la parole à sa belle-fille détestée. A-t-on idée de s'appeler Marguerite comme une vache? J'espère que tu ne vas pas lui faire d'enfant à celle-là. Nul ne saurait dire en réalité ce que la mère reprochait et reproche toujours à cette belle-fille. De ne pas l'avoir choisie elle-même, sûrement, car pour le reste, Marguerite n'est ni laide, ni intrigante, ni garce, et elle a donné, comme Henri, la plus grande partie de sa vie à cette exploitation.
Haïe, éloignée de la demeure centrale, elle s'est contentée de supporter comme son mari la tyrannie hautaine de Madame Causse. Plus de 20 ans que dure cette histoire. Madame Causse veut bien voir son petit-fils, sa petite-fille. Elle les a même attirés auprès d'elle, gâtés, cajolés, tout en maintenant leur mère à distance. Et voilà qu'elle s'est mise en tête de régler d'avance l'héritage de son propre fils. « J'ai mon mot à dire !» Et le notaire de répéter l'information. « Votre mère a son mot à dire. Elle est héritière de l'exploitation au même titre que vous et maintenant de vos enfants. Votre femme, elle, n'a droit à rien. Vous l'avez épousée sans contrat, elle ne peut prétendre à recevoir une part de l'exploitation. Or, au décès de votre père, Madame Causse, qui, elle, avait le droit, n'a rien demandé. Elle s'inquiète donc légitimement de son avenir. Mais enfin, pourquoi maintenant? J'ai eu une attaque, d'accord, mais votre fils est majeur. Elle-même a 80 ans, elle veut mettre ses affaires en ordre, et comme ses affaires sont également les vôtres, vous devez également procéder au partage. Mais ma femme? Ah, pour votre femme, je vous le répète, c'est compliqué. Tant que vous êtes en vie et qu'elle partage cette vie, il n'y a pas de problème. À votre décès, si elle vous survit, ce serait différent, à moins que vous ne preniez une assurance pour elle exclusivement. Mais enfin, vous savez bien que je ne dispose pas d'argent, tout est investi. Alors? Mais enfin, c'est la mère de mes enfants. Vos enfants, monsieur Causse, vous le savez sans doute, ont pris le parti de leur grand-mère. Nul ne peut prédire l'avenir. J'espère qu'en cas de malheur, ce qu'à Dieu ne plaise, personne ne souhaite bien sûr, il prendrait soin d'elle, mais j'ai vu des situations dramatiques. Le grand Causse a fait preuve de patience depuis des années avec son emmerdeuse de mère. Il ne lui a jamais reproché d'avoir quasiment tué son père à l'ouvrage, jamais reproché de l'avoir traité lui-même comme un garçon de ferme. Il a fait le gros dos, pour plusieurs raisons. La première étant qu'il se sentait malgré tout l'héritier légitime du travail de son père, et il en a fait la preuve au cours des années. La seconde étant que les comptes ont toujours été tenus par la mère. La troisième que Marguerite n'a jamais rien réclamé d'autre que sa part de travail, de nourriture et les 2 ou 3 robes qu'elle garde dans une armoire. L'intrigante, comme dit sa mère, n'a intrigué en rien. Elle est arrivée pauvre, s'est laissée traiter en pauvre, et si elle souffre de la désaffection de ses propres enfants, elle n'en parle quasiment jamais. Et Henri non plus. Il sait parfaitement ce que les autres pensent du comportement de sa mère. Mais c'est ainsi. Du moins, c'était ainsi. Jusqu'à ce que le vent de la mort l'effleure tout à coup, qu'il se retrouve à l'hôpital du coin avec cette douleur atroce, ce souffle qui manque, ce vide soudain, cette immense fatigue dans sa grande carcasse de travailleur. Alors comme ça, la mère à 80 ans s'est dit que son fils allait tomber comme son père, et qu'il était temps de mettre de l'ordre. Et pour qui? Pour elle d'abord. Elle se croit peut-être éternelle. Elle veut diviser la propriété, répartir les biens. Henri écoute le notaire débiter les possibilités de partage. Faire une donation à sa fille, qui ne s'intéresse pas à l'agriculture et aux vignes, et s'est mise en tête d'aller vivre en ville dans un appartement à elle, et d'y faire quoi? Mannequin, des photos. Le rêve de toutes les filles qui dépassent le 1m75. Pour cela, il faudrait mettre à son nom des hectares de vignes qu'elle s'empressera de vendre dans 2 ans à sa majorité. Ensuite, il faut passer la main au fils, régler les comptes de l'héritage de sa mère. Et quoi? Prendre sa retraite à 50 ans? Et Marguerite? Quelle retraite aura Marguerite? Celle d'une employée agricole, le minimum de survie, pas de toit sur la tête autre que celui d'Henri? Puisque la mère garde la ferme. Puisque la mère garde les meubles. Le jardin, le verger. Le notaire temporise. Dans les faits, cela ne changera pas grand-chose pour vous. Ne voyez pas tout en noir, personne ne vous demande de vous mettre à la retraite. Ah, c'est vrai, personne. Le travailleur de force, c'est lui. Henri, 3e du nom, à 20 ans, préfère se lancer dans le marketing, comme il dit. Un bien grand mot qui se résume à peu. Il a changé les étiquettes sur les bouteilles de vin, finasse en haut lieu, comme il dit, pour tenter d'obtenir une appellation sur un cru pourtant modeste, une idée de sa grand-mère, et parle de s'associer avec un aubergiste, de monter un restaurant puis une boîte de nuit. T'en as pas marre, papa, de faire dans l'anonymat? De nos jours, il faut se faire connaître. Henri, le grand Causse, sort de chez le notaire complètement déprimé. À contempler ses terres, à les imaginer, qui transformé en photo de magazine, qui en faux restaurant campagnard sur la nationale, il a les larmes aux yeux.
Le notaire lui a conseillé, devant un désarroi évident, de réunir un conseil de famille et de mettre, comme on dit, les choses à plat. Mettre les choses à plat, de l'ordre dans ses affaires, des mots tout ça, des mots de notaire, de papier, des mots sans espoir, des mots qui vont l'expulser de son territoire, lui arracher sa vie, raisonner dans les banques, se changer en crédit, en billets de banque, en prêts, en intérêts, sur lesquels il n'aura plus, lui, jamais, son mot à dire. Quant à réunir un conseil de famille, Henri sait ce que cela veut dire, affronter sa mère, uniquement sa mère, la décideuse de tout, l'emmerdeuse. Ce ne sera ni un conseil, ni même un dialogue, mais un simple monologue, comme du temps de son père. T'es peut-être costaud, mais t'es pas malin. Tu ne marches pas avec ton temps. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, tu rêves. Laisse-moi faire et n'en parlons plus. Alors il avance à travers le village. Il passe devant la mairie où sa mère règne depuis des années aux côtés du maire en qualité de conseillère municipale, puis l'âge venant en qualité de conseillère honoraire tout court, mais infatigable. Que disait-on dans les campagnes lorsqu'il était petit? Qu'à la mort de son père, Madame Causse était déjà dans les petits papiers du maire, puis du conseiller général, Madame Causse. Il reprend sa voiture, une 10 ans d'âge, dans le genre fourgon, et songe que son fils roule en conduite intérieure de l'année avec turbo, que sa fille fait du cheval et du tennis, que sa mère se déplace en Mercedes avec un garçon de ferme qu'elle a promu chauffeur. Elle a quoi, Marguerite? Le siège de droite de son propre fourgon et une bicyclette. Elle a toujours gardé sa bicyclette avec un panier à l'avant et à l'arrière pour les courses. Lorsque les enfants étaient petits, elle les transportait ainsi. Mais ils ne sont pas restés longtemps petits avec elle. Grand-mère et sa grosse voiture étaient plus intéressantes. Le fourgon quitte le village, s'engage sur la départementale, monte la colline, longe les rangées de vignobles, puis les prés, le bétail indolent. Au loin, Henri aperçoit les granges noires, la grande ferme fortifiée, les murs couverts de vignes vierges, l'allée de tilleuls qui mène à la grande cour. Il l'a connue délabrée lorsqu'il était enfant, volé pendant chemin de terre, puis à l'abandon. En 50 ans, c'est devenu un domaine. Des fleurs, un verger de pêcher et de cerisiers, un jardin potager où trimait son père et où raye à présent un ouvrier agricole parmi la demi-douzaine d'employés à l'année. Plus loin à droite, au-delà des bosquets, les vraies granges noires dont il a fait sa maison. Une pour lui, une pour les ouvriers. Un autre monde. Le fourgon s'arrête au portail. L'allée de tilleul en ce jour de juillet embaume le miel et bourdonne de nuées d'abeilles. Dans la cour maintenant pavée, aux puits ornés de roses et de géraniums, il aperçoit le grand parasol, les fauteuils de jardin, la balancelle. Ce doit être l'heure des rafraîchissements. Elle doit être là, à l'ombre du marronnier, devant une orangeade, à lire des magazines, en attendant le retour de sa petite fille. Brigitte adore faire du cheval à la fraîcheur. Brigitte adore les week-ends à la maison. Cette petite est radieuse et de plus en plus jolie en grandissant. Dieu merci, elle a tout de moi et la taille de son grand-père. Henri croit l'entendre. Et voilà qu'il se demande pourquoi il a cédé, pourquoi Marguerite n'a pas protesté, pourquoi ils ont laissé faire. Et voilà qu'il se met à la détester, cette petite femme autoritaire aux yeux noirs, aux cheveux convenablement teints, à la parole sèche. Ne t'occupe pas de cela, Henri. J'ai tout mon temps pour éduquer ces enfants. Avec moi, ils apprendront. Autrement dit, retourne à tes vignes, à tes vaches, à ta pauvresse, à tes granges. Mais apprendre quoi? Pourquoi leur apprendre autre chose qu'à lui? Il a vécu sans fleurs, lui, sans parasol, sans orangeade, sans cheval de monte et voiture de luxe, sans père aussi. Parti trop tôt en terre, après l'avoir retourné travailler, rendue riche et productive, après s'être privé de tout pour que cette ferme devienne le domaine de Madame Causse. Elle veut ma mort. Elle tue les hommes qui lui servent. Ma mère est une menthe religieuse. Henri passe devant le grand portail sans l'ouvrir. Le fourgon prend la direction des granges noires. Il le gare comme d'habitude dans l'ancienne étable. Il passe par la porte qui mène à la cuisine. Marguerite le voit passer silencieux devant la montagne de haricots verts qu'elle met en bocaux pour l'hiver. Il monte l'escalier de bois qui mène à la chambre. Elle entend la porte se refermer sur ce silence inhabituel. « Henri ?» Il ressort avec un fusil. Il la regarde comme s'il ne l'avait jamais vue.
Henri? Je vais... Oh, et puis, ne t'occupe pas de ça. Je reviens. Il ressort par la même porte, remonte dans le fourgon, démarre en faisant crisser les roues sur le gravier. Le reste, dont Marguerite ne devait pas s'occuper, c'était la mort de sa mère, à l'ombre du marronnier devant son or en jade et ses magazines. Puis la sienne, dans son fourgon, de l'autre côté des bosquets. Un coup de tête. Un coup de sang, ont dit les gens. Ça l'a pris d'un coup. La minute d'avant, il était normal, a dit le notaire. Et la minute d'après... Drôle de manière de mettre ses affaires en ordre.